cathédrale est fermée depuis le début du mois de mars, fin février 2024, et elle sera fermée intégralement au public au moins jusqu'en octobre 2025. Je vous donnerai le détail du chantier tout à l'heure. D'abord, les chantiers dans la cathédrale, c'est quelque chose de fréquent. Pour les anciens, vous l'avez sans doute remarqué, on a des travaux sur les extérieurs de la cathédrale depuis le début des années 80. On a d'abord refait toutes les parties extérieures au niveau du chevet, du transept, de la nef. Et puis il y a eu le chantier assez impressionnant dans les années 2004-2007 des façades, enfin de la façade et des tours de la cathédrale. Pour mémoire, la tour qui est la plus proche de nous s'affaissait. Elle penchait assez dangereusement vers l'îlot d'habitation place Saint-Vincent. Et donc il a fallu aller chercher un sol stable 20 mètres sous terre avec des micro-pieux en béton armé pour stabiliser l'édifice. Évidemment, on ne l'a pas redressé, mais on a stoppé les dégradations. Et il a fallu ensuite nettoyer. On en a profité pour nettoyer la façade, mais de toute façon, il fallait la reprendre parce que les désordres avaient entraîné des fissures importantes, notamment sur la rose centrale, etc., etc. Donc ça a été le dernier grand chantier qui a amené, c'est intéressant, comme ça avait fait des fissures à l'intérieur de l'édifice, on a à l'époque restauré les 2 premières travées de la nef. On est en 2006-2007. Entre-temps, Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, c'est lui qui suit le chantier depuis plus de 30 ans maintenant, avait eu l'occasion d'intervenir sur la salle capitulaire également, en 1996, ce qui avait donné lieu aussi à des fouilles archéologiques qui avaient permis de trouver les traces d'un édifice antérieur à la cathédrale actuelle. Et puis, le projet, c'était vers 2007, de poursuivre. On avait fait les 2 premières travées de la nef, on se disait, on va restaurer toute la cathédrale. Sauf que, en termes patrimonial, il faut toujours envisager ce qui est le plus urgent. Or, 2009, on a de gros désordres qui apparaissent au niveau du cloître. On avait, certains s'en souviennent peut-être, des toits terrasses ici, les terrasses fuitent, les pierres tombent. On est obligé de fermer au public pour raison de sécurité. Mais au-delà de la question du public, c'est la question de la pérennité du bâtiment qui est en cause. Donc, changement de positionnement et décision de s'intéresser au cloître. Et là, on va avoir fermeture du cloître de 2009 à 2019, des travaux qui vont avoir lieu de 2013 à 2019 avec une réouverture magnifique en septembre 2019. Et non seulement la restauration des 3 ailes existantes, mais la reconstitution de la 4e aile que vous avez en face de vous. Quelque part, tout se suit. On a fini le cloître, on revient à notre problématique antérieure, qui est l'intérieur de la cathédrale. Sauf que les temps ont changé. Les temps ont changé parce que quand on envisageait le chantier en 2007, on envisageait uniquement un dépoussiérage de la nef, du transept et du chœur. Aujourd'hui, on voit les choses différemment. On pense à tout l'édifice, on va en reparler, l'intégralité de la cathédrale. Et puis surtout, on va prendre plus en compte le risque incendie. Entre-temps, il s'est passé un drame, l'incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019. Lui a succédé, on en parle moins, mais l'incendie de la cathédrale de Nantes, le 18 juillet 2020. Et les consignes de sécurité sont devenues plus strictes. Donc clairement, on va en parler. Il y a des choses qui vont peut-être moins se voir, mais qui vont être extrêmement importantes pour la pérennité de cet édifice et pour le transmettre aux générations futures. Alors un autre point que je voulais aborder avec vous avant de rentrer vraiment sur le chantier, c'est le statut de cette cathédrale. C'est pas anodin, notamment, j'allais dire au niveau du portefeuille, au niveau des comptes publics. Du point de vue laïque, du point de vue de l'État français, nous sommes ici face à une ancienne cathédrale. La cathédrale de Châlons, elle était cathédrale jusqu'à la Révolution française. Et en 1801, au moment du Concordat, quand l'Église catholique a à nouveau le droit de citer en France, eh bien, il est décidé qu'il y aura une cathédrale par département. Or, en Saône-et-Loire, il y avait 3 diocèses jusqu'à la Révolution. Châlons, Autun et Mâcon. Donc, Napoléon va choisir, en fait, entre guillemets, il répartit les rôles.
il décide que la préfecture sera à Mâcon, que Autun aura le diocèse et que Châlons, eh bien, étant la capitale économique, se verra renforcée avec la construction d'un grand quai. C'est le quai que vous avez, ce qu'on appelle le quai d'Amont, donc le quai de la Poterne et le quai Sainte-Marthe. Ce qui signifie que de 1800 à 1860, d'un point de vue, que ce soit d'un point de vue de l'État ou du point de vue religieux, ça n'est plus une cathédrale. Alors les choses changent, regarde parce que j'ai un message, mais tout va bien. Les choses changent dans les années 1860 parce que les catholiques chalonnais et mâconnais vont se rendre à Rome, demander une bulle papale pour retrouver leur statut d'évêché. Et le pape accepte. Mais il accepte sans nommer un nouvel évêque. Il décide simplement que l'évêque, désormais en Saône-et-Loire, sera évêque d'Autun, Châlons, Mâcon. C'est toujours comme ça que l'évêque qui est en place à Autun se nomme, évêque d'Autun, Châlons, Mâcon. Donc techniquement, du point de vue religieux, pour les catholiques, ici nous avons une cathédrale. Étape suivante, 1905, séparation de l'Église et de l'État. Ça ne se passe pas forcément très bien entre l'Église catholique et l'État français à l'époque. Et il est décidé que les cathédrales seront à la charge de l'État, parce que ce sont de grands édifices, tandis que les églises paroissiales seront à la charge des communes. Quid de la Saône-et-Loire avec ces 3 cathédrales? L'État dit, ah non, moi je ne prends pas en charge 3 cathédrales dans un département. Donc l'évêque réside où? À Autun. Eh bien pour nous, la cathédrale, ce sera Autun. Du coup, Châlons et Mâcon, d'un point de vue laïque, ont un statut d'ancienne cathédrale. Ce qui signifie que du point de vue du contribuable, la charge de cette cathédrale est aux Châlonnais. Et pas aux grands Châlonnais, vraiment aux habitants de la commune de Châlons, 46 000 habitants. Presque 46. Après, évidemment, on est sur un édifice qui est devenu classé au début du XXe siècle, en 1903. Donc on a des aides substantielles de l'État en tant que monument historique, on va avoir des aides de la région, du département, on n'est pas laissé tout seul. Mais quand même, la cathédrale d'Autun, magnifiquement rénovée, vous pourrez aller la voir, ça vous donnera une idée de ce qu'on obtiendra dans quelques années, elle l'a été avec l'argent de la totalité des Français. Ici, c'est différent. Donc c'est aussi pour ça qu'on prend un petit peu de notre temps, il nous faut aussi prendre une charge importante. Et la part de chacun, c'est quoi ? Alors, la part de chacun, je ne peux pas vous la donner exactement. Oui, à peu près. Non, je ne peux pas vous la donner parce qu'en fait, on a le prix global du chantier et après, ça se remodifie en fonction des lots, en fonction. Donc, ça bouge un peu. Oui. On est à plus de 5 millions d'euros sur le chantier au global. Je sais qu'il y a 1,5 million cette année. Oui. Après, je rentrerai pas dans le détail des subventions parce que ça Mais la ville de Châlons contribue beaucoup. Ah oui. Ah bah oui, plus de 50%. Au moins, non, un peu moins de 50%. Un peu moins de 50%. Voilà. C'est rare de passer par là. Justement, je vais en parler un peu. C'est chouette. Bah, tant qu'à faire. Tant qu'à visiter le chantier, autant voir les coins et les recoins. Exactement. Alors, voilà, la porte se referme. Vous êtes ici dans un espace extrêmement intéressant qui est en fait l'entrée PMR, personnes à mobilité réduite, de la cathédrale. C'est-à-dire que depuis le cloître, on peut rentrer avec un fauteuil roulant par cette porte et accéder à la cathédrale. Ça a été mis en place au moment du chantier jusqu'en 2019. Cet espace, il est aussi très intéressant d'un point de vue archéologique, puisqu'on a découvert qu'en fait, on est là sur le Découmanus. C'est-à-dire si je traçais une ligne droite, on arriverait rue Saint-Vincent, rue du Châtelet, et puis même si on continuait, rue de Lyon. C'est donc l'axe, l'un des axes antiques de Châlons,
Vous savez que les villes romaines sont tracées sur 2 axes perpendiculaires. Vous avez un axe qui est la Grande Rue, pour faire simple, et puis vous avez l'autre axe qui est cette rue qui va jusqu'ici. Donc cette rue, elle passait là, entre la cathédrale et le cloître des chanoines. Alors j'en profite pour vous redonner quelques consignes de sécurité. On rentre sur un chantier. Donc il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait par les équipes, aussi bien par les entreprises que par les services pour vous accueillir aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on ne va pas faire des visites tous les week-ends parce qu'il y a quasiment une journée de boulot en amont où on bloque le chantier pour mettre en état, puis il y en a une autre derrière pour remettre le chantier en état de fonctionner. Donc si on fait ça tous les week-ends, on travaille que 3 jours par semaine, pour être très clair. Alors je vous invite à nous rejoindre. De toute façon, on va reporter le transept, donc vous aurez d'autres occasions de faire des photos, pas de souci. Moi, je voulais revenir avec vous sur l'intérêt architectural de cet édifice, qui est le fruit de 7 chantiers successifs à l'époque médiévale, 3 chantiers à l'époque romane et 4 chantiers à l'époque gothique. Donc en fait, les parties les plus anciennes de l'édifice, ce sont les absidioles, donc qui sont de chaque côté du chœur. L'absidiole sud, l'absidiole nord, l'absidiole sud ayant été plus remaniée, et celle-ci. Donc là, on est sur la partie de l'édifice qui date des environs de 1080. On est à l'époque de la reconstruction de Cluny, de Cluny III. L'évêque de Châlons, Gauthier de Touches, est l'ami de l'abbaye de Cluny, et on a un édifice qui se construit dans cette nuance. Ensuite, pour faire simple, toutes les parties basses de l'édifice sont d'époque romane. C'est-à-dire, si vous regardez les travées du chœur que vous avez derrière, vous voyez un arc brisé, enfin à nouveau un arc brisé, et des chapiteaux, des colonnes avec des chapiteaux romans. Ça, c'est vraiment un niveau donc des années, alors un peu plus tardif que 1080, là on est vers 1120-1130. Le transept est de même époque. On est dessous, voilà, on retrouve. Alors là, il y a eu une reprise, pour ça vous avez une voûte sur 3 ogives, mais sinon vous avez toujours ces arcs brisés, et cette voûte en arc brisé qui est une des caractéristiques du roman. On a soit des arcs en plein cintre, donc vraiment en demi-cercle, soit des arcs brisés de ce type. Le 3e chantier roman, et le dernier finalement, il va correspondre à ce que j'appellerais le rez-de-chaussée de la nef. Donc là encore, ce sont les grandes arcades. Vous apercevez ces grandes arcades malgré l'échafaudage. Ces grandes arcades, elles sont également, alors on est vers 1140-1150. Là, on a vraiment toute une élévation romane. Ensuite, on avait vraisemblablement fermé le chantier de bois et il y a eu une interruption de chantier pendant quelques années. Ça va reprendre dans les années, enfin l'époque gothique, à partir de 1310. Mais si je reste quand même, je veux rester 2 minutes sur cette période romane parce que on a en fait ici des témoignages de la façon dont les sculpteurs voyageaient. Et on a certains chapiteaux romans. La cathédrale de Châlons, elle a à la fois quelque chose d'extrêmement intéressant et quelque chose qui la dessert, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Et quand on voit sa façade aujourd'hui, qui est néogothique, on en reparlera, on n'a pas forcément l'idée qu'on va avoir autant de chapiteaux romans dans cette église. Surtout les parties hautes, on va le voir, sont gothiques. Donc c'est vrai que quand on veut voir de l'art roman en Bourgogne du Sud, on va plus volontiers à Cluny, à Brancion, à Paray-le-Monial, qu'à Chalon-sur-Saône. En fait, on a reçu en 2010 l'un des plus grands spécialistes de la sculpture romane, qui est M. Nel Strafford, qui est
mécanique. Et pour lui, le plus bel ensemble de chapiteaux romans de Saône-et-Loire, il est à Châlons. Il est ici. Simplement, il n'est pas forcément très très visible. Là, si vous regardez, là vous avez ici par exemple le Christ et Marie-Madeleine, vous avez un chapiteau roman d'une extrêmement belle facture. Mais, alors là je ne le ferai pas aujourd'hui parce que la plupart des chapiteaux ne font pas beaucoup d'huile, celui-là on va attendre qu'il soit nettoyé. Mais en fait on a des mains de sculpteurs qui sont très proches de Cluny 3, d'autres mains qui sont proches du portail central d'Autun, et d'autres mains qui sont notamment dans le bas-côté sud, qui correspondent plus à ce qu'on va pouvoir voir à Dijon, par exemple. Donc on a vraiment, on dit souvent que Châlons est une terre de partage, que les gens bougent, qu'on fait du commerce. Eh bien, ça se sent aussi dans la sculpture et dans l'architecture. Ensuite, les 4 chantiers suivants, je vous l'ai dit, sont des chantiers gothiques. Donc, on va élever les murs de la nef. Alors là, croyez-moi sur parole, parce que vous allez avoir du mal à les voir, en 1310. On a aussi, juste à la même période, refait l'abside du chœur. Vous voyez toute la partie en arrondi, là au fond, qu'on appelle l'abside. Eh bien, elle a été intégralement refaite à l'époque gothique, ainsi que la galerie d'élévation qu'on appelle le triforium au-dessus, la petite clôture et les fenêtres hautes. Et on a une élévation assez proche au niveau de la nef. Donc, les murs de la nef, ils sont élevés, je vous dis, à partir de 1310. Et puis, derrière, on va poursuivre avec, vous les apercevez, les voûtes de la nef. Alors, les voûtes de la nef, elles datent des années 1386 à 1409. Grosso modo, à la fin du XVe siècle, on a une cathédrale, je dirais qui a le clos couvert, qui est terminée avec des voûtes de pierre, etc. Et une façade qui va s'achever à l'époque entre le XVe et le XVIe siècle, qui est très différente de la façade qu'on connaît aujourd'hui. Le chantier roman suivant, donc on a fait les murs de la nef, on a fait les voûtes, on va avoir les chapelles latérales. Donc ça, c'est toutes les chapelles que vous voyez ici, celles qu'on a aperçues depuis le petit passage tout à l'heure. En fait, elles sont entre 2 murs porteurs et elles vont être dédiées à des personnes ou à des, soit à des personnalités, soit à des corporations. C'était très fréquent d'avoir une corporation qui demandait une chapelle pour l'ensemble des métiers. Et puis cette cathédrale, évidemment, elle a connu des destructions. La première grande période de destruction, ce sont les guerres de religion, avec le sac des Huguenots en 1562. La cathédrale va être livrée au sac et au pillage pendant plus d'une semaine. On a des récits très précis des œuvres d'art, de tout ce qui a pu être détruit. On a donc de nouveaux aménagements au XVIIe, XVIIIe. On va supprimer des chapelles, des autels. On essaye d'unifier un petit peu ce site. Et puis en 1781, au moment de la Révolution évidemment, saisie des biens du clergé. Et en 1790, la cathédrale devient un temple de l'art raison. Pour assez peu de temps. Ensuite, elle va être transformée en écurie. On va y installer des fours. On va utiliser sa façade comme carrière de pierre, comme ça a été à Cluny. Et finalement, au moment du Concordat en 1801, quand elle est rendue au culte, la première chose que fait le maire, c'est de prendre un arrêté de péril pour dire impossible d'y rentrer, c'est trop dangereux. Donc on va reconstituer une façade qui, elle, sera néo-gothique. Alors ça, c'est super intéressant parce que le grand personnage en France qui a fait renaître le gothique, c'est Eugène Viollet-le-Duc. Or, on est avant Eugène Viollet-le-Duc. L'architecte ici qui va intervenir, qui était un architecte lyonnais qui s'appelait Antoine Chenavard, eh bien, il intervient dès 1822, très très tôt, et il essaye de restituer une façade gothique à cette cathédrale. C'est cette façade qui a été réinstaurée, comme je vous disais, entre 2004 et 2007. Et puis, ma foi, l'intérieur, ça reste un peu comme ça. Jusqu'en 1866. Et là, en 1866, on a un prêtre, l'abbé Gardette,
trace, on a vraiment gardé trace de ces travaux, qui va avoir la volonté de redonner son lustre médiéval à la cathédrale. Alors c'est super, il fait des choses extraordinaires, il y va peut-être un peu fort de notre point de vue d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a été jusqu'à créer des choses, recréer des choses qui n'avaient jamais existé. Donc toute la cathédrale est nettoyée, mais par exemple les pilastres, vous en voyez un là très bien, par exemple le pilastre ici, le pilastre était cannelé, mais le chapiteau n'était pas décoré. Tous les chapiteaux décorés face à, je dirais, aux personnes qui se situaient dans la nef, ça c'est des réalisations du 19e, néo-roman, réalisées sous la houlette de la Vega. Et puis on va voir toutes sortes de décors aussi qui vont être réalisés au 19e à cette occasion. N'empêche que c'était la restauration telle qu'on l'entendait à l'époque, et c'est la dernière grande restauration à l'intérieur de l'édifice jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, il y aura quand même encore un grand événement malheureux pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque fin août 1944, on a ce qu'on appelle l'explosion du train de Chélit à Châlons, qui a fait énormément de morts et qui a amené la destruction des vitres dans quasiment toute la ville. Les vitraux de la cathédrale n'y ont pas échappé. On avait pour l'essentiel des vitraux du 19e siècle, puisque déjà les Huguenots avaient fondu le plomb des vitraux médiévaux. On avait refait des vitraux 17e, 18e, qui avaient été détruits pendant la Révolution. Donc on a refait des vitraux au 19e qui ont explosé en 1944. Donc on a quelques vitraux conservés, notamment, regardez ceux de la partie basse ici, qui sont des vitraux 19e qui ont échappé à la destruction, mais les autres vitraux ont été réalisés en 1951. Ça y est, je ne retrouve plus le nom de, pourtant je ne connais plus, du maître verrier qui est intervenu, mais ça va me revenir, Monsieur Choutet, Pierre Choutet. L'idée essentielle, c'est de nettoyer, redonner de la cohérence et du lustre à cet édifice. Donc, on intervient sur toute la cathédrale, pas seulement la nef, le transept et le chœur, mais également l'intégralité des chapelles. Et on intervient aussi sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Alors on ne rendra pas la totalité de l'édifice accessible, parce que ça reste compliqué, il reste des marches par ici, etc. Mais globalement, on va quand même avoir un travail sur cet aspect. On va travailler sur l'acoustique. L'acoustique était compliquée dans la cathédrale, donc il va y avoir un vrai travail pour avoir un son plus homogène sur l'ensemble de l'édifice. On va travailler sur l'éclairage. Alors, qui est venu vers 17h, 18h dans la cathédrale saura de quoi je parle. À la fois pour les offices, bien sûr, mais également pour les visites, et notamment avec une mise en valeur des chapiteaux romans dont je vous parlais. Ils sont exceptionnels, mais faut-il encore qu'on les voit. La trace fait qu'on ne les voit pas bien, mais l'éclairage aussi. Et puis, on va travailler, évidemment, sur la sécurité incendie. Tout ceci va se faire en 4 phases. Alors, j'ai un joli plan coloré à vous montrer. Voilà. Je vais alterner entre les deux. On est dans la phase bleue. Donc, actuellement, les ouvriers interviennent. Vous restez de l'autre côté là, vous allez, s'il vous plaît. Côté nef, les deux bas-côtés. Donc là, c'est le nettoyage qui est en cours. Alors, je pense qu'en voyant le chantier, vous comprenez aisément pourquoi on a fermé au public. À un moment donné, si on veut avancer sur un chantier pareil, c'était pas possible de laisser ouvert. Donc, pendant cette phase, évidemment, on travaille aussi en élévation. Et vous voyez qu'on va uniquement jusqu'aux voûtes de pierre. Pendant la deuxième phase, qui est prévue en 2025, on va intervenir sur le transept, donc nous trouvons, le chœur et l'intégralité des combles. Donc c'est à ce moment-là notamment qu'il va y avoir intervention par rapport à la sécurité incendie. Et normalement, après ces 2 premières phases, on réouvre partiellement la cathédrale au public. C'est-à-dire on réouvre nef, transept et chœur. En revanche, on n'aura pas encore traité les chapelles. Donc vous avez en vert la phase 3, qui est prévue pour 2026, qui correspond
à l'entrée de la cathédrale, donc notamment tout le travail sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dont je vous parlais, et puis tout le massif sud, ici, avec la salle capitulaire, la chapelle Notre-Dame de Pitié, tout ce secteur, la sacristie, etc. Et puis la quatrième et dernière phase, eh bien, ce sont toutes les chapelles latérales de la nef et le parvis, puisque l'idée c'est de reprendre aussi le parvis. C'est aussi en lien avec l'accessibilité personnes à mobilité réduite, hein, et puis ça va permettre de redonner un petit peu, mettre en état ce parvis qui est assez dégradé. Voilà. Donc tout ça nous mène jusqu'en 2027. Alors, si je reviens un peu plus en détail sur ce qui est en train de se faire là actuellement, on est dans la phase 1, c'est-à-dire que a été échafaudée l'intégralité de la nef. Alors, pas tout à fait en haut, hein, ils n'ont pas tout à fait fini, mais là ça se termine. Le coffrage de l'orgue aura lieu à partir de lundi, donc il va être dans une boîte, mais une boîte bien surveillée, climatisée, enfin aérée surtout, pas climatisée, mais avec un système d'aération. Et on a un luthier, donc un facteur d'orgue par contre, qui viendra régulièrement vérifier que tout se passe bien pour cet orgue qui est lui-même monument historique, hein, qu'on souhaite bien sûr préserver. Petit détail, mais ô combien important, avant d'en arriver à l'installation des échafaudages, il a fallu évacuer tous les objets qui étaient à l'intérieur de la cathédrale, et notamment toutes les œuvres d'art. Alors là, j'ai une ou deux photos pour vous montrer l'ampleur des choses. Il y en aura d'autres, hein. On va faire un film à l'Espace Patrimoine qui vous montrera tout ça. Voilà, vous avez notamment là, vous voyez un peu, on avait une véritable équipe, hein, on avait une vingtaine de personnes qui ont œuvré pendant une quinzaine de jours sur le chantier sous la houlette de Juliette Barbarin à Chalon-sur-Saône, qui est en charge du patrimoine mobilier non muséal. Mais il y a eu tout un travail en amont, c'est-à-dire qu'il a fallu chercher une réserve, un lieu où on allait pouvoir stocker toutes ces œuvres dans des conditions de sécurité et de stabilité aussi au niveau du climat optimum. Ensuite, on a recensé tous les objets. Il a fallu voir leur état sanitaire. Petit détail par exemple, hein, un objet qui est infecté par des insectes xylophages, eh bien il vaut mieux le repérer et l'isoler plutôt qu'aller le mettre au milieu de la réserve pour qu'il contamine tout le monde. On a dû décrocher la grande tapisserie, ça a été un travail colossal. Il a fallu intervenir sur un certain nombre d'objets, et donc ces œuvres ont été rapatriées fin février. Ensuite, il y avait tous les objets qu'on ne pouvait pas déplacer. Donc vous avez ici, dans cette chapelle, coffré les grands formats. Donc ce sont les tableaux de plus grand format qui ne rentraient pas dans la réserve, qui sont donc conservés ici et qui vont être déplacés au gré du chantier. Et puis vous avez la chaire à prêcher, qui est restée en place, mais qui bien sûr a été coffrée. Et puis l'orgue, on en parlait, qui le sera. Autre élément ô combien important, parce que ça pèse aussi, pour le coup, c'est un poids, ce sont les pierres tombales. Donc on en a une quarantaine dans l'édifice, ça pèse son poids, hein, je crois que c'est plus de 500 kg peut-être même plus par stèle. Et donc c'est pareil, elles vont être restaurées au fur et à mesure de l'évolution du chantier. Alors dans cette phase, je regarde l'heure, qu'on soit dans le temps, ça devrait aller. Dans cette phase, première phase de chantier, vous avez surtout le nettoyage, puisque la pierre on avait un chauffage à air pulsé qui venait du sol, avec ça déposait un petit mouvement en fait. Donc ça a vraiment encrassé de façon très très importante l'édifice, hein. On le voit très bien là au niveau du transept. Et si on approche du côté, on va voir un petit peu l'état de la pierre après restauration. Donc là, vous voyez par exemple ici, ça a été fait. Alors comment est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs techniques pour nettoyer ce type de pierre. Pendant longtemps, on a utilisé une technique qui s'appelait la nébulisation. Donc on projetait de la pluie d'eau très très fine
Le problème de la nébulisation, c'est que ça augmente le taux d'humidité dans le bâtiment et ça pose pas mal de soucis. Ce qui se pratique encore, c'est le gommage. Donc on frotte de façon extrêmement délicate pour gommer la pierre. Mais une des méthodes un peu magiques aujourd'hui, qui est souvent utilisée, c'est l'usage de latex, de gel pelable en latex. Donc en fait, c'est une pâte. Vous avez les pots là-bas qui sont accumulés, qui sont utilisés par les ouvriers. Donc c'est une pâte qu'on va poser sur la pierre, soit au pistolet pour les façades planes, soit quand on a des décors comme ici, on y va au pinceau. On va laisser sécher pendant 24 à 72 heures. Et puis après, mesdames, ça rappelle un peeling. On retire et la crasse vient avec. Alors, il faut y aller doucement parce que parfois, si on a des chapiteaux avec des décors peints, il ne faut pas retirer la peinture. Il faut vraiment retirer, pas y aller comme un fou. Mais sur les surfaces planes, où on sait que c'est juste de la saleté, on va retirer l'ensemble à ce moment-là. Vous voyez par exemple un élément métallique qui est là, ça va être traité. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser des bouts de métal qui dépassent. Voilà. Mais le nettoyage lui-même a été fait. Ce nettoyage permet de faire des découvertes. On savait que nos chapiteaux étaient peints. On apercevait des choses, mais la crasse, entre guillemets, faisait qu'on ne voyait pas très bien. Et là, je vais vous montrer une des plus belles découvertes à ce jour, au niveau des chapiteaux. Voilà. Ça, c'est un des chapiteaux qui a été retrouvé. Alors déjà que nos chapiteaux romans étaient parmi les plus beaux de Saône-et-Loire, paraît-il, mais on ne savait pas qu'en plus ils étaient peints. Enfin, on s'en doutait. Mais là, c'est des éléments extrêmement intéressants. Là, vous les ramenez comme ça, alors ? Alors, ce qui va être fait dans un premier temps, c'est que l'Arcam avec lequel on travaille, qui est donc l'atelier qui travaille sur les peintures murales, va analyser ces peintures. Parce qu'il faut qu'on vérifie que il faut qu'on sache si c'est l'abbé Gardette qui a ripolliné toute l'église au XIXe siècle, ce qui ne serait pas forcément inintéressant non plus d'ailleurs, ou si c'est vraiment un décor médiéval. Très clairement, ça ressemble beaucoup à un décor médiéval. Mais pour l'instant, c'est un chapiteau qui se situe là-bas, au fond. Là. Non, c'est pas du tout le chapiteau d'Alexandre, c'est un chapiteau... vous savez, ce sont ces personnages qui disent de mauvaises choses, donc ces personnages parlent et on voit des choses qui sortent de sa bouche. Donc voilà, on va évidemment consolider les couleurs quand on va travailler là-dessus. Mais on va déjà faire un travail d'étude pour savoir de quelle période ça date. Ensuite, il y a tout le travail sur parce qu'on ne va pas laisser l'épiderme à nu. Donc on va remettre un enduit. Et en fait, ce qui a pu être prouvé, c'est que les enduits qu'on avait au Moyen-Âge, en fait, on plaçait un enduit tombpierre et ensuite on retraçait avec une incision, on faisait comme si on avait de la pierre. Enfin, on refaisait comme de la pierre taillée, si vous voulez. Donc ce sont des faux joints blancs, incisés, au Moyen-Âge. Alors ça s'est énormément fait dans toute la Saône-et-Loire, ça s'est fait dans toute la France d'ailleurs. Si vous allez à Chartres, la cathédrale de Chartres vient d'être restaurée, on les voit aussi. Donc là, du coup, il a été décidé, comme on a trouvé trace de ce système, de le remettre en place. Mais ce qui est intéressant, si on s'intéresse à toute cette question de peinture murale, c'est qu'en fait, au Moyen-Âge, on fait ça, avec d'ailleurs des jeux de couleurs, c'est-à-dire que c'est tombpierre avec un joint blanc dans l'essentiel de la cathédrale, et puis dans certaines chapelles, on va jouer, ça va être tombpierre avec un joint rouge, ou tombpierre avec un joint jaune. Ce qu'on retrouve dans d'autres édifices de la région aussi. À la cathédrale d'Autun, c'est le cas pour un escalier qui mène vers une tour. Donc il y avait des nuances comme ça de couleurs. Mais au XVIIe, le goût change. Donc, exit le tombpierre et les joints, on repeint toute la cathédrale en ton jaune pâle, dont on a trace. Quand on gratte, on retrouve des endroits où on a ce jaune pâle. On en voit un petit peu, d'ailleurs, encore sur le pilier là-bas. Voilà, un peu ça. Et puis au 19e, à l'époque de notre abbé Gardette, on veut refaire comme au Moyen-Âge. Donc, retour au tombpierre, avec les joints blancs. Mais on reconnaît les joints blancs 19e parce qu'ils ne sont pas incisés.
Ils ne sont pas incisés. Il n'y a pas d'incision faite dans l'enduit. Et voilà, et on a les différentes phases. Mais on a voulu aller jusqu'au bout au 19e, et du coup, on a été jusqu'à faire la même chose au niveau des voûtes. C'est-à-dire que si vous regardez les voûtes là du chœur ou du transept, vous apercevez de faux joints, comme si vous aviez des pierres entre les nervures avec des faux joints blancs. Et ça n'existait pas au Moyen-Âge. Donc, le projet, c'est de poursuivre ce qui avait été commencé en 2007. Rappelez-vous, à la fin de la campagne de restauration des 2 premières travées de la nef, on avait déjà retravaillé les 2 premières travées. Et on n'avait pas fait ça. Les gens m'ont souvent demandé, mais c'est quoi ces couleurs très vives, cet ocre jaune, cet ocre rouge, c'est une toquade de l'architecte? Mais pas du tout. On a retrouvé ces peintures d'ocre rouge et d'ocre jaune sur les voûtes. C'est pour ça qu'on s'est permis de les refaire. Donc, l'idée, c'est, comme ici, de reprendre en blanc, comme c'était le cas au Moyen-Âge, la voûte, sans faux joints, puisqu'il n'y avait pas de faux joints au Moyen-Âge, et puis garder les tons ocre sur les côtés, avec un intérêt particulier. C'est pour ça les gens... ne vous dites pas, ça va vite, c'est bizarre, là ils ont déjà fait une bonne partie, ils vont avoir terminé rapidement. Non, parce que ce qui prend du temps, ce sont les finitions. Et là notamment, les clés de voûte, ce sont les armoiries des évêques. En plus, ça nous permet de dater l'évolution du chantier. Et ces armoiries, elles étaient colorées avec des couleurs très particulières. Donc ça va être dégagé au scalpel, de façon à redonner précisément la couleur de chacune. Dans les éléments aussi importants, alors là, vous allez me croire sur parole. Ici, en fait, vous avez une travée pleine. Je regarde si il y a un peu de recul. Là, vous avez un mur plein qui est plus large qu'ailleurs dans la cathédrale. Tout simplement parce que c'est l'emplacement originel du jubé qui venait fermer la partie des chanoines. Et à ce niveau-là, certains s'en souviennent peut-être, on avait un grand Christ. Derrière le grand Christ, il y avait une peinture. Et en fait, c'est une peinture du 19e. Et quand elle a été étudiée par Arcam, on s'est rendu compte qu'elle montait beaucoup plus haut et qu'elle descendait beaucoup plus bas. Donc on a tout un décor 19e qui va être recréé, remis en valeur ici. Les gels pelables, je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Tout en faisant attention à mon timing. Ouais, normalement, je vais terminer rapidement. Donc les pots de gel pelable, les voilà. Et les ouvriers ont eu la gentillesse de m'en laisser pour que je vous montre. Oui, une fois utilisé, ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'est le gel pelable après usage. Voilà, oui, nettoyez-vous les mains après peut-être. Voilà, donc ça, ce sont des gels une fois qu'ils ont été utilisés pour nettoyer la pierre. Donc, la phase 1, je vous disais, c'est tout ça. La phase 2, qu'est-ce qui va se passer? On démonte l'intégralité de l'échafaudage ici et on le met là. Et on fait la même chose. Et en même temps, on s'intéresse aux combles. Alors, 2 mots quand même pour les combles, parce que c'est très très important par rapport à la sécurité incendie. D'une part, on tire les leçons de Notre-Dame de Paris. 3 ans avant l'incendie de 2019, le CNRS avait publié une étude où il disait qu'il y avait beaucoup de risques pour la charpente et qu'il aurait été souhaitable, pour éviter qu'elle ne s'embrase, de créer des coups de feu réguliers. Ça n'a pas été fait parce que on pensait que ça allait enlaidir la charpente. Alors on n'a pas enlaidi la charpente, mais on ne l'a plus. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on ne se pose pas de questions, on met des porte-coupe-feu dans la charpente de la cathédrale Saint-Vincent. Alors on a une partie en sapin, et une partie en sapin plutôt par là, et une partie en chêne, plutôt de ce côté-ci. On a quelques insectes xylophages, pas nombreux, c'est pas bien méchant, mais qui ont commencé à attaquer les bois. Donc on va aussi traiter les bois pour être sûr que ça n'aille pas plus loin. Et puis ensuite, on va mettre en place ces porte-coupe-feu. Autre élément aussi,
on va, et c'est lié à un exercice incendie qui a eu lieu en avril 2023 dans la cathédrale, où les pompiers sont montés et ils se sont rendus compte que monter avec tout leur bardard, entre guillemets, par les escaliers pour atteindre les combles, c'était très très compliqué. Donc, il a été décidé de mettre en place des colonnes sèches qui vont permettre qu'ils montent quasiment sans rien et ils les lancent, les attendent là-haut et ils arrivent, ils peuvent tout de suite attaquer le feu. Ça, c'est des choses qui sont essentielles. Bien évidemment aussi, la plupart des incendies aujourd'hui, chez vous c'est pareil, sont des incendies électriques. Donc, c'est aussi l'occasion de revoir tout le système électrique de la cathédrale. Troisième phase, alors je vous en parle rapidement. Troisième phase, on sera sur ce massif-là. Il y aura des travaux dans la salle capitulaire qui s'appelle désormais chauffée. Le reste de la cathédrale ne l'est plus pas du tout et ne le sera pas. On va restituer, on va s'approcher un tout petit peu, on va restituer une chapelle ici, puisqu'on avait une porte qui menait vers la sacristie. On va réouvrir l'ancienne porte de la sacristie qui venait depuis le chœur. Donc on va avoir une porte qui va s'ouvrir depuis le chœur vers la sacristie. On va refermer la porte de bois qui est là. Comment ? Refermer la porte ou remonter le mur ? Les deux. C'est-à-dire refermer la porte, remonter un mur et en refaire une chapelle, une absidiole comme on avait de l'autre côté. Et du coup, ça redevient une chapelle. Autre élément important, ici, vous avez un mur qui est très ancien. Entre parenthèses, les archéologues ont travaillé dessus. C'est certainement un mur antérieur à la cathédrale actuelle. On aura les résultats d'ici un mois. Et l'arc qui est ici, le grand arc qui avait été bouché, qui avait été fermé au 19e, va être complètement réouvert. Donc ça va devenir une vitrine, vraisemblablement, pour des objets précieux. Et ça va redonner beaucoup de luminosité à cette chapelle, qui est une des chapelles les plus précieuses de Saint-Vincent. Voilà, je regarde rapidement ce que je vous ai dit, ce que je ne vous ai pas dit, mais je pense que je vous ai dit.